Bonsoir, nous sommes le samedi 30 juillet. 30 août, c'est 30 juillet. Vous voyez, je suis pas dans mon assiette. J'ai trop travaillé aujourd'hui. 30 août et voilà, on entame le mois de septembre. Écoutez, ça sent l'automne. Ça sent l'automne, il n'y a pas à dire. La pluie va arriver demain. Aujourd'hui, ça a commencé un peu. Ciel très nuageux. Température qui baisse et puis des feuilles qui commencent à tomber. Voilà. C'est les prémices de l'automne. Ça a passé comme une lettre à la poste l'été. On n'a rien vu venir. C'est pour ça l'été passe de plus en plus vite. C'est incroyable. J'ai le sentiment de ne pas avoir passé l'été. Vraiment. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Une accélération du temps, dit-on. Oui, alors je diffuse des vidéos qui sont pas forcément des vidéos putaclic, comme on dit vulgairement, sont des choses que je vois passer, qui m'interpellent, et franchement que ça fasse 1000 ou 2000 ou 3000 vues ou 10 000, ça m'est égal parce que je cherche pas à faire de l'argent avec ça. C'est pas le but, même s'il y a de la pub, il faut bien gagner un peu de sous, mais je fais pas des pubs, enfin ça m'est arrivé, mais parce que parfois il faut faire entrer un peu de sous, donc tu fais un truc sur Macron, ça cartonne, c'est un peu putaclic, mais vous voyez bien que les vidéos que je diffuse là en ce moment sont pas très fréquentées, il n'y a pas énormément de vues, parce que ce ne sont pas des thèmes qui attirent le chaland. C'est pas des thématiques, c'est pas des propos qui intéressent beaucoup de monde. C'est comme ça qu'on fait le tri, c'est comme ça qu'on passe le tamis. Les gens qui sont intéressés sont fatalement plus profonds, en tous les cas ils ont une quête et ils s'intéressent aussi ils s'intéressent aux différents intervenants qui peuvent nous apporter de l'eau à notre moulin, de réflexion, de recherche. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est pas qu'on partage forcément à 100% les propos de l'un ou de l'autre, mais ça nous éclaire, ça donne des points de vue différents parfois. En tous les cas, ça participe à notre travail personnel, notre travail, que ce soit un travail intérieur ou un travail intellectuel ou un travail mental, parce que tout est lié, on ne va pas distinguer les uns des autres. Il y a le mental qui travaille avec le spirituel, avec le monde intérieur, on ne découpe pas, vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a un melting pot de plusieurs ingrédients, ça fait une ratatouille, mais c'est bon la ratatouille. Et donc on n'est pas forcé d'avoir... on n'est pas obligé d'adopter une pensée dogmatique. On n'est pas non plus obligé d'être dans la dualité. C'est-à-dire, il y a le gentil, il y a le méchant, il y a le gentil, il y a le méchant. Il y a les deux à la fois. Et c'est comme ça que j'aime avancer. C'est comme ça, en tous les cas, que vous verrez qu'à travers ma chaîne, ce qui peut paraître parfois contradictoire ne l'est pas. C'est parce que ce sont des nuances, ce sont des perspectives différentes. Mais il y a quand même... mais il y a du vrai un peu partout, il y a du faux aussi. Et on n'est pas dans une dualité, c'est faux. On n'est pas. En tous les cas, la recherche de la vérité ne conduit pas à la dualité. Ça nous conduit à la nuance, au doute, bien entendu, et puis à l'humilité, toujours. S'il n'y a pas d'autre chemin. Sinon, tu es déjà enfermé dans tes certitudes. Si tu es enfermé dans tes certitudes, c'est que tu n'as pas de quête. Tu n'as pas de quête spirituelle. Mais c'est pas grave. Ta vie, elle sert à rien, puis c'est tout, quoi. La vie, elle sert qu'à ceux qui cherchent. Elle n'a d'intérêt, la vie, que ceux qui se posent des questions. Le reste de la population sont des tubes digestifs, voilà, puis il faut leur donner la nourriture qui leur convient. Mais c'est pareil pour les idéologues ou les gens qui ont des idées dualistes ou fermées, et tu leur fournis ce qu'ils veulent, alors ils sont contents, ils cliquent, ils ont la vidéo qu'ils veulent voir.
ça les conforte dans leurs convictions, et puis ils écoutent que ce qui les conforte, et puis après ils sont enfermés dans leur certitude, et puis il y a plus rien à en tirer, quoi. Ça c'est le confort. Moi j'aime pas le confort intellectuel, j'aime pas le confort mental, j'aime pas le confort spirituel. J'aime casser aussitôt qu'on s'endort sur un sujet ou dans un concept, j'aime bien casser. Parce que j'aime pas m'endormir ou me conforter dans une idée banale, quoi. Ça me dérange. Pour ça que dernièrement, je réagissais à la fameuse pensée positive, parce que ça m'agace d'entendre ça. Ça m'agace parce que je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Je sais que à partir du moment où ça devient un dogme, c'est faux de toute façon. Et présenter ça comme une certitude absolue, c'est faux aussi. J'ai vu des gens extrêmement négatifs, leur arriver des super choses, et d'autres hyper positifs, leur arriver des catastrophes sur catastrophes. J'ai vu des gens qui sont presque mélancoliques et presque négatifs, qu'on pourrait dire, qui n'ont pas forcément une position positive par rapport à la vie. Ben, leur vie se passe très bien. Leur vie. En fait, des fois, c'est le paradoxe, mais ça leur attire pas forcément des mauvaises choses. Donc, je me dis, ce théorème, encore, il est faux. Mais on aime alors on se force à être positif. Et on y croit. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. C'est pas la méthode Coué. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à rentrer dans un principe, quel qu'il soit, et puis que j'ai l'esprit de contradiction, c'est vrai. Parce que mon esprit de contradiction, c'est de jamais m'enfermer dans la théorie de l'autre. Aussitôt qu'on me balance un principe, je cherche automatiquement la contradiction. Automatiquement. Ça agace beaucoup. On m'a dit d'ailleurs que j'avais l'esprit de contradiction, mais c'est volontaire. Je ne veux pas qu'on m'impose un truc. Je refuse catégoriquement qu'un autre individu vienne m'imposer son point de vue. Je cherche immédiatement la contradiction. C'est-à-dire, je cherche l'avis opposé. Je cherche parce que personne ne dispose d'une vérité dans quel que soit le domaine. On approche, mais on ne dispose pas. Et celui qui affirme, de mon point de vue, il est déjà dans l'erreur parce que tu n'affirmes pas, tu doutes et tu proposes. À la rigueur, tu proposes. Tu dis peut-être que. Et là, je suis d'accord. Mais à partir de c'est comme ça, c'est prouvé, c'est comme ça. Alors là, non, je marche pas, je regrette. Je cherche l'argument contraire. Et je le trouve. Et on le trouve toujours, bien entendu. C'est comme ça que je fonctionne, en tous les cas. Et c'est pour ça qu'on m'aime aussi. Parce que si j'étais systématiquement dans un registre bien déterminé, il y aurait une répétition, il y aurait une forme de communauté asservie à ce que je dis, j'apporterais de l'eau au moulin à ceux qui veulent entendre, je dirais ce que les gens veulent entendre, et puis j'aurais peut-être certainement plus de vues, c'est évident. À partir du moment où tu rentres dans ce que les gens attendent, tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre, ils sont contents, donc ils en redemandent. Mais moi, je veux pas. Je veux pas être dans ça. Donc, voilà. Et ça, je crois, et pour finir, je crois que c'est très français. Et c'est en ça que je suis français. Et c'est en ça que les Français sont différents. J'ai vu beaucoup de... Enfin, c'est prétentieux, mais j'ai quand même un peu voyagé. J'ai voyagé non pas dans des voyages organisés, mais j'ai essayé de voyager chez les habitants, j'ai essayé de rencontrer vraiment les différentes ethnies, des Asiatiques. Je suis rentré en Corée dans une famille, je suis allé en Allemagne dans des familles, en Europe, l'Italie, le Portugal, le Nord je connais pas trop. Les nordistes, je connais pas trop, mais je suis allé aux États-Unis, et puis aux États-Unis, tu rencontres des Latinos, tu rencontres des Indiens, tu rencontres les Navarros, tu rencontres des Américains qui ont des origines françaises, d'autres allemandes, et je suis allé un peu en Angleterre, j'ai rencontré des Anglais,
j'ai des Russes un peu, parmi des connaissances, un peu. Bref, j'ai quand même, si vous voulez, à travers ma vie, sans être un grand voyageur, mais j'ai malgré tout, même ayant vécu à Paris, j'ai rencontré des hindous, beaucoup aussi. Et là, je suis avec des Sri Lankais, là, où je travaille, hein, vous voyez, c'est un lapsus. Je discute beaucoup avec celui qui tient le bar où je suis, c'est une famille sri lankaise qui tient un bar, et bah, aussitôt que je peux, j'échange, j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils pensent, comment ils voient le monde, comment ils font leur vie. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est ma curiosité, ça. Et je me dis, non, je suis français, en fait. Je suis très français. Et je suis français parce que il y a une particularité chez les Français. Il y a un particularisme qu'on ne retrouve pas chez les autres. Alors, attention, hein, je dis pas qu'on est supérieur aux autres, mais cette particularité qu'on a fait qu'on est un peuple particulier aussi. Et c'est pas un hasard si la France est autant attaquée, autant visée. C'est le Français qui est vraiment visé. Vous savez, le Français, souvent je suis... Puis on est tous comme ça, nous les Français, on est intraitables vis-à-vis de nous. On n'est pas là à dire je suis fier d'être Français, on ne le dit pas, on n'est pas... D'ailleurs, on est un peu autodestructeur parce que on s'inflige beaucoup de reproches les uns les autres. On n'est pas comme certains peuples qui sont dit « Ah, je suis fier d'être ceci, je suis fier d'appartenir à mon ethnie ». On n'est pas comme ça, parce qu'on voit toujours le côté biaisé. On a une forme d'autodérision aussi. L'humour français, c'est beaucoup il y a très peu de peuples qui ont une autodérision comme nous, à travers les films comiques, tout ça. Le français a énormément d'autodérision. Il y a peu de peuples qui ont une autodérision, parce que ils sont fiers. Les gens qui sont fiers, en général, sont des gens qui d'une certaine manière, n'ont pas dépassé une certaine limite. Il faut passer par l'autodérision, comme moi, je dois passer par mon autodérision, et tous notre autodérision. Ça relativise ce que nous sommes, ça nous rend plus intelligents, l'autodérision, c'est évident. Et beaucoup de gens qui sont là, je suis fier d'être ceci, je suis fier d'être cela, sont idiots. Tu le vois d'ailleurs, il y a une forme de bêtise dans cette affirmation. Et non, on ne dit pas je suis fier d'être français, on le dit très peu. Bon, ceux qui le disent sont un peu cons. Mais être français, c'est particulier, c'est un esprit particulier et c'est une nature particulière. Et on a des qualités de nos défauts, on a vraiment on a un sens critique très poussé, et on est difficile à dompter, difficile à rendre. C'est un peuple qui a du mal à courber l'échine d'une certaine manière, même si on la courbe et que le peuple est affaibli et que le peuple passe par des épreuves épouvantables, parce que qu'est-ce que vous voulez, l'entreprise qui a été l'entreprise de destruction des personnalités, l'entreprise de destruction de l'âme, mais vous avez toujours des pépites. Alors il y a la masse à l'escalier, c'est la masse, mais vous avez en France toujours des pépites qu'on n'a pas forcément, qu'on trouve pas facilement ailleurs. Quand c'est des pépites, ce sont vraiment des pépites, et dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine philosophique, dans le domaine artistique, dans le domaine artisanal, dans le domaine de l'ingénierie, de la technologie, il y a des pépites. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui s'émancipent à travers la masse de Français, qui est pas forcément glorieuse, mais vous avez, grâce à ce terreau, une certaine fertilité. Et comme ce terreau est fertile, vous avez des pépites qui sortent là, qu'on ne trouve pas forcément. Il y a une proportion de pépites en France qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Si vous regardez bien, il n'y a pas forcément ailleurs.
il y a énormément d'inventeurs en France. Il y a énormément d'inventions d'ailleurs qui viennent de France, hein, énormément. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien non plus que la fille la fille aînée de l'Église, pardon, c'est la France. Et non, c'est pas pour rien. Le seul qui s'est opposé à Vatican II, c'est un Français. Le seul évêque qui a eu le courage de créer un schisme et de s'opposer radicalement à Vatican II, c'est un Français. C'est Monseigneur Lefebvre. Vous voyez, c'est des personnages comme ça. Il n'y en a pas eu d'autres au monde. Ils se sont tous couchés, les autres. Il n'y en a pas un qui a osé s'opposer comme lui. Donc c'est quand même un Français. Donc il y a quelque chose. On le voit même. Moi, je l'ai vu à travers l'Église. Il y avait quand même un mouvement qui s'opposait à cette réforme liturgique très très fort en France. Et ça a fini par diffuser ailleurs. Ça a fini par se répandre. Et l'argumentation était très 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 pertinente. Mais c'est la France. Et oui, c'est la France. La France, ça a une vocation universelle à cause du caractère particulier de l'esprit français. Il y a un esprit français particulier. Et je vois que moi, j'appartiens à cette France et j'en ai les qualités et j'en ai les défauts également. Mais il faut quand même bien comprendre que le français, il est pas mort encore. Il est pas mort encore. Il est encore vivant. Alors peut-être qu'ils vont réussir à nous tuer, à nous éliminer. Ils y sont parvenus en partie avec le vaccin, parce que le vaccin, évidemment, il va tuer beaucoup de personnes. Donc c'est sûr, comme les 2 dernières guerres mondiales ont tué beaucoup de Français. Donc ils essaient de nous éliminer comme peuple. Ils essaient de nous... Quand je dis ils, vous verrez, on verra qui. On ne sait pas lesquels vraiment, mais peu importe. En tous les cas, il y a un objectif de destruction de la France et des Français. Et on veut vraiment éliminer le français de souche. Le français de souche, c'est le français, quoi. C'est pas le français de papier. Le français de papier, il sera jamais français. Jamais. Jamais. Parce que c'est une histoire totalement, comment dire, c'est une histoire génétique. Ben oui, c'est une histoire génétique, puisque c'est quelque chose qui nous est transmis à travers nos gènes. Donc je comprends qu'on puisse aimer la France quand on vient de l'extérieur. Je comprends qu'on puisse essayer d'adopter, de se faire adopter. Et les Français le font volontiers, adopter ceux qui les aiment ou qui aiment l'esprit français. Mais c'est pas pour autant qu'ils seront habités par cet esprit français, puisque c'est pas comme si ça s'apprenait. C'est quelque chose qui est en nous, qui est dans nos gènes. Je dirais qu'on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ça, ils veulent le détruire. Ils veulent détruire le français de souche, le français qui a ses racines. Ils veulent détruire comment dire, ils veulent détruire la branche génétique des Français. Ils veulent s'attaquer à ça en particulier. Et c'est pour ça que le français de souche est vraiment, vraiment, vraiment visé dans le programme, dans la planification hostile qui est développée sur la planète, quoi. La France est vraiment visée. Alors, à grand renfort de satanisme, de sacrifices, de rituels sataniques, etc. Tout y passe, tout y est. On abétit la population, on descend le niveau scolaire, on picousse tout le monde, on fait bouffer de la merde aux gens, on détruit les hôpitaux, bref, on prolétarise le peuple pour qu'il soit esclave, on fabrique de l'assistanat pour qu'il soit démuni d'esprit d'entreprise et d'innovation. Donc tout est fait pour vraiment, vraiment, il y a une entreprise de démolition du français qui est entreprise depuis des siècles, certainement. Et là, ils arrivent aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de nous éradiquer totalement, quoi, totalement.
Et malgré tout, on est toujours là. Il y a encore des Français. Il y a encore des Français qui résistent. Regardez, dans le Covid, qui a contesté les... Bah, t'as Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, premier qui s'est... T'as Jean-Marc Sabatier, français, qui lui, dont le père était amiral, décoré la Légion d'honneur par De Gaulle, qui se bat pour, avec des arguments solides contre l'ARN messager. C'est encore un Français. Et c'est des petits Français très intelligents, très performants, qui sont connus sur la planète. Luc Montagnier était connu sur la planète, tu comprends? Donc même là, tu vois, c'est des gens très haut de gamme, et modestes à la fois, mais très haut de gamme au niveau planétaire. C'est des gens qui ont des références, vous voyez. Et nous, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient parce que on trouve ça normal, quoi. Mais c'est pas si normal que ça quand tu étudies les autres peuples, quand tu regardes ce qui se passe chez les autres peuples. Il n'y a pas ces ressources-là. Il n'y a pas la qualité de ces ressources-là. Beaucoup de Français sont partis aux États-Unis, et beaucoup de Français ont réussi des carrières formidables aux États-Unis qui leur donnent des opportunités beaucoup plus qu'en France, parce qu'en France, le Français, même s'il est génial, même s'il a des idées de génie, on va tout faire pour l'étouffer, le casser, le ridiculiser ou le... Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça, je vous dis, cette ma chaîne, je dirais qu'elle est française. Regardez le Puy du Fou, on a fait un parc formidable. Des gens ils m'ont parlé du Puy du Fou, je suis jamais allé, mais ils me disent c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est le parc qui a été récompensé mondialement. C'est quand même un Français, c'est De Villiers qui a fait ça. Mais cette entreprise du parc du Puy du Fou, c'est extraordinaire, ça dépasse Disney et toute la Sainte-Séquelle, vous voyez. C'est encore la France qui arrive la première. Regardez le Concorde. Concorde, ça reste un avion mythique, c'est extraordinaire, la beauté de cet avion. On n'a jamais réussi à faire aussi bien, jamais on a réussi à faire un aussi bel avion, un aussi bel... C'était magnifique le Concorde, c'était magnifique à voir, on aurait cru un oiseau. Regardez la DS, il y avait une exposition de vieilles voitures, quand tu vois le dessin génial de la DS, la voiture, sa finesse et son côté contemporain, toujours aujourd'hui, tu as cette voiture, tu vois, elle est magique cette voiture, même aujourd'hui, elle n'est pas démodée du tout. Tu vois une DS aujourd'hui, tu peux très bien, aujourd'hui, mais s'ils étaient intelligents, ils pourraient reprendre cette ligne qui est extraordinaire, en plus, qui est aérodynamique et tout. Elle est fluide, il y a de la finesse, il y a quelque chose de génial dans le dessin de cette voiture. Vous voyez, c'est la France, quoi. C'est la France. Puis, je parle même pas de l'architecture, je parle pas de Versailles, tout ça est absolument génial. On voit peu de réalisations. Les gens se sont inspirés beaucoup de la France. Beaucoup de gens se sont inspirés de la France. Et la couture, la gastronomie, le parfum, tout, prenez tous les domaines. Il y a des prix d'excellence partout. Encore, Vuitton aujourd'hui, c'est français, vous voyez, c'est le luxe, tout ça. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a une caractéristique chez les Français, c'est que on n'est pas, comment dire, il y a un côté très individuel que je dénonce, que je reproche bien des fois, mais ça a son autre versant très positif aussi, parce que ce côté individuel fait qu'il y a une indépendance d'esprit et qu'on n'accepte pas de se faire enrôler dans une secte ou dans une histoire collective. On n'est pas un peuple collectiviste. Il n'y a pas de... Ça marche pas chez nous. Même dans l'Église, il y avait le galitanisme. Je ne sais plus comment ça se dit. Le côté gallican. C'est-à-dire qu'il y avait même une indépendance vis-à-vis de Rome qui était français. Tout en appartenant à l'Église, il y avait une indépendance. Parce que les Français ne veulent pas se faire attraper, se faire entraîner. Regardez, en France, les sectes ne marchent pas bien, les évangélistes, ça ne marche pas. Tous ces mouvements modernes, le New Age marche, mais pas tant que ça finalement, pas tant que ça.
ça prend pas. Ça prend pas parce que le français est très individualiste. Alors, Dieu sait si j'ai reproché ce côté individualiste qui est vraiment, vraiment, vraiment pénalisant dans beaucoup de domaines. Mais il a son revers il y a le revers de la médaille, il y a le côté positif. Le côté positif, c'est qu'il y a une indépendance d'esprit. Et donc, on est moins facile à attraper, moins facile à se laisser entraîner, se laisser embarquer. Et donc, du coup, bah, on dit non, non, moi, je veux faire mon propre idée, je veux pas, ton histoire, là, ça va pas, ça me convient pas. Et c'est comme ça qu'on a des individus, des individualités qui sortent du lot et qui produisent du génie parce qu'il y a une originalité du coup, puisqu'ils ne sont pas dans un consensus collectif. Donc l'individualité conduit parfois à des processus géniaux parce que ça crée des personnages originaux qui justement on développe leur propre concept et ça dans tous les domaines, même musical. Donc c'est donc là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant de comprendre ce peuple, de le comprendre et de voir autant ses défauts que ses qualités. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on est les premiers à dire la France est foutue, les Français sont morts, les Français, nous, il n'y a pas plus critique que nous, les Français, vis-à-vis de nous. On est, je crois, le seul peuple à être aussi autocritique, avoir une autocritique aussi radicale. Bah oui, et c'est ça notre force, c'est qu'on est tellement autocritique qu'on n'est pas embarqué dans une forme d'élan patriotique enfin, je parle pas d'élan patriotique, ça c'est encore autre chose, une forme d'élan élan orgueilleux collectif qui conduit les gens à une forme d'imbécilité. On le voit, les peuples, je suis fier d'être ceci, on voit bien qu'ils sont cons. Et nous, non, on n'est pas comme ça, on est plutôt à s'auto-critiquer avec une forme de radicalité. Donc d'une part, on s'auto-détruit, évidemment, mais pas que, parce que ça produit d'une certaine manière une forme de résistance aussi. Et ça permet d'avoir une indépendance d'esprit qui est très importante dans les temps que nous vivons. C'est pour ça il y a une ambiguïté. Pour ça, je vous dis la dualité. Nous, les Français, bien qu'on soit, considérés comme un peuple de la raison rationnelle, Descartes, évidemment, c'est la raison, mais c'est pas la raison c'est pas la raison binaire, je dirais. C'est pas la raison binaire. Et on n'est pas dans un processus binaire. Et c'est peut-être ça qui fera qu'on ne sera pas bouffé par la technologie, l'IA et tout ça. Parce que si on échappe à cette dualité, à ce côté binaire, c'est ça qui donne le génie, qui donne la force. La force vient justement d'échapper à ce côté binaire qui malheureusement enferme beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont enfermés dans le côté binaire. Nous, on n'est pas comme ça. Ça se traduit à travers beaucoup d'éléments. C'est pour ça. Pour ça que aujourd'hui, je voulais évoquer cette question parce que ça me semble important. Donc, je voulais dire, en gros, pour synthétiser, que ma chaîne, c'est la chaîne d'un Français avant tout, avec ses qualités, ses défauts. Et qu'on ne peut pas nous enfermer dans une catégorie. On ne peut pas nous enfermer dans une catégorie, d'où des propos ou des vidéos, des scènes ou des vidéos que je prends qui parfois proposent apparemment des principes différents ou contradictoires. Mais il n'y a pas de contradiction. C'est simplement des angles de vue différents. Et c'est comme ça que le pulse se réalise, si vous voulez. Si on veut avoir un résultat global qui soit harmonieux, il faut y intégrer des points de vue différents et des sources différentes et des prismes différents. Ça donne une forme de relief à l'ensemble qui
qui participe, si vous voulez, à notre monde, quoi, qui participe à cette connaissance à laquelle nous aspirons. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, peu importe si vous n'avez pas de... Si mes vidéos en question ne font pas tous des milliers de vues, c'est pas très important. Mais je continuerai toujours. Je ne cherche pas systématiquement à faire des vues et des vues et des vues et des milliers de vues. C'est pas ça l'intérêt. De toute façon, il faut bien savoir que de toute façon, il y a un principe, c'est le principe sélectif. Et que de toute façon, ça fonctionne comme ça. C'est le principe du tamis. J'en ai parlé avec un ami, c'est le tamis. C'est-à-dire, la pépite, vous la trouvez qu'à partir du moment où vous passez le tamis. Donc il faut, bien sûr, trier, et d'un seul coup, vous avez une pépite. Ben voilà, ça marche comme ça. Je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée. C'est samedi soir, certains vont peut-être faire la fête, vont danser la danse au canard, puisque moi, parmi mes auditeurs, c'est la génération danse au canard, c'est la génération des boomers. Boomers que j'ai pas... Maintenant que Bayrou a critiqué les boomers, je dis plus rien parce que c'était vraiment drôle de sa part, qui est lui-même un boomer, qui se mette à critiquer les boomers. Bon, parce que lui, il est vraiment en plein dedans. Et c'était drôle, cette histoire de boomer. Donc personne parle plus des boomers, parce que depuis que Bayrou a fustigé les boomers, on dit non, on va pas reprendre cet argument-là, ça suffit, quoi. Même mes abonnés sont à 60%, ils ont plus de 50 ans, et puis alors là, je vous dis pas, ça explose à 60-70 ans, les statistiques s'enflamment. Donc, c'est la génération, la danse au canard. Voilà. Donc, ils vont faire la danse au canard, où ils iront demain après-midi danser pour le thé, je sais pas, le thé dansant. Voilà. C'est ma génération. C'est la génération qui, même, c'est pas que, non, c'est pas trop ma génération, c'est la génération qui me précède. Voilà. Je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée, et puis on se dit à demain.